Bonjour à tous, bienvenue à Pour diffusion immédiate, le podcast Agenda PR. Donc, ça va être une série de 10 capsules podcasts que vous allez pouvoir regarder avec nous. Et ce soir, on commence avec le premier sujet, qui est les do's et les don'ts de marketing d'influence. Donc, ce soir, autour de la table, nos trois invités, Gabrielle Madé, directrice studio Le Slingshot, Marco Parent, spécialiste marketing chez Sonnet Assurance, et Coralie Jade Fournier, directrice de relations publiques chez FHR. Donc, premièrement, j'aimerais que vous parliez un petit peu de votre implication. Quand on parle de marketing d'influence, à quel niveau vous intervenez dans chacun de vos emplois? Ben, je peux me lancer parce que c'est comme pas mal 100% de ce que je fais. Ouais. Alors, moi j'ai démarré il y a 3 ans le studio Le Slingshot au sein du groupe Attraction Média. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on représente des créateurs de contenu web, principalement YouTubeurs, mais aussi qui sont sur plein d'autres plateformes, qui créent sur plein de médiums. On les représente, on est vraiment comme, il faut nous voir comme leurs agents, leurs managers. On est là pour le côté affaires. Ils demeurent vraiment le cœur créatif de ce qu'ils font. Donc, à tous les jours, on négocie avec des gens comme vous, pour faire les meilleures campagnes possibles, les meilleures exécutions possibles. On accompagne aussi nos créateurs dans tout ce qui est produits dérivés, dans tout ce qui peut sortir du web, dans le fond, des livres, des collections d'articles scolaires. On a toutes sortes de belles choses qui sortent cet automne. Mais en gros, dans le fond, on est des agents de créateurs du web. De mon côté, je travaillais tant en agence de relations publiques et là, maintenant, je travaille dans un département marketing d'un client. Donc, des deux côtés, c'est vraiment de voir comment chacun des produits, chacun des services, chacune des campagnes qu'on va mettre de l'avant, c'est d'évaluer est-ce qu'une campagne d'influence, de travailler avec des influenceurs, va nous aider à atteindre les objectifs de visibilité, de communication de message. C'est d'évaluer ça et après trouver le bon influenceur pour traduire ça sur les médias sociaux et après d'évaluer les retombées, évaluer si ça vaut la peine de poursuivre dans cette ligne-là. Pour ma part, j'ai fait donc absolument le contraire de ce que tu as fait. J'ai parti ma carrière en entreprise, j'ai fait le switch pour être en agence où je bâtis vraiment les stratégies de communication pour les marques. Donc, je suis vraiment dans le juste milieu en travaillant avec la marque sur de quelle façon on peut mieux communiquer, comment on peut se faire voir, comment on peut avoir plus de notoriété puis de crédibilité dans certains créneaux. Donc, je bâtis les stratégies de marketing d'influence. Je travaille beaucoup avec Gabrielle pour trouver des talents, pour trouver les gens qui sont justes pour les marques, puis bien sûr, élaborer toute la diffusion, la négociation, puis gérer ça avec mon équipe. Génial. Mais justement, c'est une bonne question que peut-être les entreprises se posent. À quel moment on peut commencer à travailler avec des influenceurs? C'est absolument une bonne question. C'est tout le temps right moment, right time, right product. C'est sûr qu'il y a différentes occasions. Il y a des industries qui sont plus propices quand on pense au retail. On pense beaucoup plus lifestyle. Exactement. Mais par exemple, il faut que tu regardes avec ton audience. Qui ton audience consulte en matière d'influence? Je pense que tout part de la cible, en fait. Exactement. Oui. On pense souvent aux produits en lien avec l'influenceur pour parler à notre cible, VS qui lui consomme. Exactement. Donc, si tu t'adresses à un public qui est un petit peu plus jeune, on le sait, ils sont sur les médias sociaux, ils sont connectés presque à 90% de leur temps. Donc, tu dois regarder c'est quoi les plateformes, quel genre de personnes les influencent, qu'est-ce qu'ils disent, quel genre de contenu ils recherchent justement quand ils veulent chercher un produit, découvrir des nouveautés, quel genre de message qui les interpelle. C'est de là que ça doit partir, en fait. Je suis d'accord. Et j'aimerais ça qu'on se lance avec peut-être des exemples positifs de belles campagnes que vous avez vues passer, soit sur lesquelles vous avez travaillé ou d'autres campagnes que vous avez regardées au loin. Qui voudrait commencer avec un bel exemple? Nous, récemment, on a exécuté une super belle campagne pour la SAAQ pour prévenir les textos au volant. Fait que c'est sûr que d'emblée, textos au volant, la première cible, c'est les jeunes conducteurs. Qui rejoint les jeunes conducteurs? Les créateurs de contenu, le web. Fait qu'on part avec la bonne prémisse, on part avec une cible qu'on rejoint très bien. Puis de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le brief qui est il y a encore trop de jeunes qui textent au volant, il y a de la nouvelle réglementation qui s'en vient, il faut les avertir, il faut dire que c'est pas vrai que le cerveau humain peut faire 2 choses en même temps. C'est juste pas vrai. Fait qu'on a contacté 5 de nos créateurs, puis on leur a dit les faits. Il y a trop de jeunes qui textent, il y a une nouvelle réglementation, le cerveau ne fait pas 2 choses à la fois. On leur a dit les faits, puis ils nous sont revenus chacun avec un concept. Puis la beauté de cette campagne-là, c'est que c'est 4 concepts complètement différents. Je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose qui est tellement important. Dès qu'on parle d'influenceurs et de campagne, on a beaucoup l'impression que c'est from the top down et ça doit être vraiment dans le sens inverse. D'arriver d'écrire à un journaliste, c'est de lui proposer comment traiter la nouvelle. De travailler avec un créateur de contenu, c'est de lui arriver avec une idée. Ou un problème. C'est ça, ouais. Et de l'écouter. Il y a des influenceurs avec lesquels aiment beaucoup avoir une stratégie puis aiment qu'on aide à enrober tout ça de leur côté, qu'on leur prépare le contenu un peu, qu'il soit un peu pré-mâché. Pour d'autres, comme dans ce cas-là, c'est payant de leur laisser la place parce qu'eux connaissent à
qui ils parlent. Ils savent exactement ce qui va fonctionner. Exact. Fait que tu te retrouves avec une campagne, pour reprendre cet exemple-là, une campagne où on part autant en road trip avec Deuxième Pot, en road trip à travers le Québec pour goûter toutes les poutines, puis by the way, il y en a une qui conduit, il y en a une qui est texteur désigné. On voit comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faudrait faire nous-mêmes. Autant qu'on se retrouve à gamer à Mario Kart avec Fred Bastien, puis qui nous montre que c'est vraiment le meilleur à Mario Kart, sauf que quand il texte sa blonde en même temps, il fait plein d'accidents, puis il est pas bon. Mais c'est ça qui va arriver sur la route. Tu sais, tu te ramasses avec une campagne qui fit vraiment bien pour ces cibles-là. Puis qui devient aussi amusante, parce que, tu sais, reste que c'est quand même un message sérieux à passer, mais, tu sais, à passer dans un univers où est-ce que c'est du divertissement, où est-ce que, tu sais, les jeunes, tu sais, veulent pas, ben c'est les nouvelles vedettes qui regardent, tu sais, c'est plus nécessairement la télé maintenant. Tu sais, ça va être un enjeu qui est grave, qui a de graves répercussions. Une pub à la Claude Legault sur la CSST, ça marchait bien dans ce contexte-là pour ce public-là, mais c'est pas à eux qu'on voulait parler dans le cadre de cette campagne. Non, mais c'est quand même intéressant, c'est pour clore sur cette étude de cas-là, parce que la SAAQ ne se permet à peu près jamais d'aller dans l'humour. Justement parce que les enjeux sont tellement graves. Fait que la SAQ ait fait des pubs télé avec de l'humour, ça n'aurait pas passé. Mais là, on passe par la voix de gens qu'on connaît puis qu'on côtoie. Fait qu'on peut amener l'aspect jeu, l'aspect un peu de folie, puis ça passe hyper bien, en fait. Fait que c'est très particulier. On peut aller, via des créateurs de contenu, on peut aller dans un ton que la publicité ne permet pas. On peut identifier ça aussi à un public beaucoup plus facilement, rejoindre, targeter ces gars gamers-là qui suivent Fred Bastien, qui sont durs à aller chercher via les canaux plus traditionnels. Mais pour vrai, c'est pas en passant. Pour faire de la prévention. Non, c'est ça, pour faire ce type de prévention-là, c'est pas en passant des flyers dans des écoles. T'sais, on va se le dire, là, comme ça marchera pas avec ton beau pamphlet. Parce que les posters dans le métro, on texte pendant qu'on les regarde. Oui, c'est ça. Il faut leur parler avec une voix qu'ils écoutent déjà tous les jours, toutes les semaines, puis passer par cette voie-là. Je travaillais avec un site d'emploi au printemps. On préparait le printemps, en fait, c'est un travail qu'on a fait en amont. On voulait travailler avec des influenceurs, on voulait parler aux jeunes garçons et filles d'environ 15 à 17 ans pour leur premier emploi, un site de moteur de recherche d'emploi. Et on a décidé d'y aller au-delà d'expliquer la plateforme. C'est ce qu'on vendait. On vendait la plateforme, la facilité de la plateforme. Mais pour des jeunes, c'est facile à utiliser Internet. Les interwebs, c'est un truc facile. T'sais, on est loin de Netscape Navigator puis d'ouvrir Copernic. C'est facile à utiliser. Donc, ce qu'on leur a vendu, ce qu'on a décidé de leur vendre via les influenceurs, on leur a vendu l'expérience d'un premier travail d'été. Donc, on a travaillé avec plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu pour qu'ils racontent leur première job, à quel point c'était le fun, à quel point ça a peut-être été un échec à un certain niveau, mais comment ils ont appris de ça et que maintenant, s'ils sont où ils sont aujourd'hui, c'est un peu à cause de ça. Et quand on a 15-16 ans, qu'on regarde des influenceurs qui ont une vie de rêve, comme la plupart disent avoir sur les médias sociaux, ben c'est un peu ce à quoi on aspire. C'est un rêve, on va dire les vraies affaires. Ça va On continue à en retenir malheureusement, des fois, mais tout ça, c'est ça. Mais tu sais, donc devant la finalité vs l'expérience, puis je pense que c'est un sujet qu'on va parler beaucoup aussi aujourd'hui. Quand on parle d'influenceurs puis de contenu, on parle d'expérience, pour arrêter juste de raconter des histoires, il faut se dire aussi qu'il faut qu'ils vivent quelque chose, c'est ce qu'on veut faire vivre mais aux gens. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment une bonne pratique, puis ça c'est clé quand on peut aller chercher ça dans une campagne, quand on peut aller chercher le vrai vécu des gens, la vraie histoire, le vrai passé, que ça soit que quelque chose de plus difficile qu'ils ont vécu, puis une adversité qu'ils ont surmontée, ou au contraire, un vrai premier travail qui les a amenés ailleurs, c'est magique parce qu'on les suit parce qu'ils sont vrais. On veut pas qu'ils nous racontent une histoire, on veut vraiment, hey toi, quand tu avais 16 ans, comment t'as fait? C'est un bout de leur vie qui n'a pas été documenté parce que c'est pré-médias sociaux. Puis ça a permis à un des influenceurs de faire pas un coming out à proprement dit, mais parler d'une époque plus difficile de son adolescence que sinon il n'y avait pas de prétexte à parler. Donc ça a connu beaucoup de succès. Ah, génial. Et toi, Coralie, c'est en je pourrais parler de mes campagnes, mais j'aimerais saluer autre chose. Écoute, moi, je serais vraiment sur ce que Banque Nationale fait. Donc, tu sais, maintenant, ils ont réalisé le rêve là, de Josiane Stratis tout récemment. Tu sais, à quel point que ça a eu un beau rayonnement. Je suis sûre que c'est vraiment magnifique. Ça a dépassé les Exactement. Exactement. Tu sais, je trouve que c'est vraiment le fait de réaliser un rêve. Ils travaillent avec eux. Non seulement c'est des créateurs, c'est les gens qui inspirent la jeune génération, de les pousser justement à réaliser un rêve. Je trouve que c'est fantastique. Ils ont fait la même chose avec Fred, donc avec sa radio pirate. Donc, tu sais, je trouve ça cool le fait qu'ils puissent faire ça. Je trouve ça cool le fait qu'ils soient capables de s'émanciper puis de montrer qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux atteindre. Puis c'est ça qui est inspirant. J'ai adoré aussi la campagne qui a été, donc, Charton avec Émile. Shout out.
Mais donc, j'ai vraiment adoré ce qui a été fait. Tu sais, On va le dire, là, t'as un crush sur Émile. je suis contente. Allez découvrir votre crush. On a fait un Facebook Live. Chaque fois, demande un autographe. mais donc, c'est ça, tu sais, je trouve que c'était quand même touché d'approcher la finance pour un public hyper jeune. Le fait d'avoir une série de contenus basés sur des vrais struggles. Là. Donc, tu sais, gérer ton argent l'été, ta première job, etc. J'ai trouvé ça vraiment intelligent comme approche, puis je trouve que ça a été super bien exécuté. Tu as raison de dire qu'il ne fallait pas y aller, il fallait être bold d'aller avec des jeunes pour Exact. parler d'argent. En même temps, si Banque nationale, dans cette histoire-là, voulait parler à ces gens-là, mais il ne faut pas y aller avec ce dont le produit parle, mais selon les gens avec qui ils veulent parler. Parce Exact. que faire la même chose avec Julien Brault, qui est un super influenceur du milieu des affaires, parce que lui, il est habitué de parler de finances, ben ça ne marche pas parce que les gens qu'on voulait rejoindre ne suivent pas Julien Brault. Il fallait y aller de l'autre bord, mais on n'a pas tendance à le faire, malheureusement. Exactement. Puis si là, on vient de parler de bons coups, si on va à l'inverse, peut-être des campagnes où est-ce que les créateurs ont mal été ciblés ou que les messages passaient moins bien parce que c'était pas un bon fit avec une marque ou autre. Moi, c'est... Ta-da-da! Guillaume me faisait quelque chose, puis là, il y a plein de marques qui le font, puis il y a plein de gens qui le font, puis il y a des bons gens dans la RP qui le font, puis ça... À un moment donné, il va falloir que quelqu'un m'explique si ça marche pour vrai, j'ai de la misère à croire que ça marche. Moi, une session de unboxing, les influenceurs vont beau... Ah non. Les deux, on a fait de la beauté, même vous pouvez en parler. Le unboxing et les halls. change Ça se Je suis content de cette réaction-là, puis je suis content que ça amène cette discussion-là. Mon unboxing, puis là, la beauté n'est pas un domaine dans lequel j'ai travaillé, pas du tout. Mais non. You just discovered that. Mais mon point, c'est, il y a un moment où, quand je regarde un influenceur qui fait bien la job d'unboxing, mais there's so much you can do à déballer des colis, là, tu sais, qui fait bien sa job d'unboxing, il y a un moment où j'écoute ça, puis mettons, en dehors des marques de beauté, parce que je vais pas me faire taper ses doigts, en dehors des marques de beauté, je vois un peu l'espèce de walk of shame des marques mal conseillées, parce que c'est pas vrai que de dire « Ah, telle marque m'a envoyé un hoodie, il est cool de le mettre là », c'est pas vrai que ça a un réel impact. Je comprends qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a aucune valeur à faire ajoutée. apparaître ta marque comme une espèce de fil publicitaire. Puis là, il monte, puis là, il déballe. Mais parce que c'est un peu un contenu à suivre, parce qu'il va en parler plus tard. Donc, pour moi, oui, je comprends. Puis c'est souvent un amalgame de produits Comme un qui tease, vont mettons, ensemble. là, tu sais, des fois, ça peut être relié à quelque chose de Ah, mais pour vrai, Mais ça va être plus loin quand il y a $1 d'investi, ça va être plus loin quand ça fait partie d'une campagne. En fait, c'est un conversation starter. C'est ça pas la a même tellement chose. plus d'impact que tu penses. Ça Exactement. marche tellement bien le unboxing, puis en fait, t'es peut-être juste pas la cible. Non, mais je C'est regarde vraiment, moi-même, c'est là. pour des niches vraiment précises de gens qui apprécient. Tu sais, limite, c'est un peu ASMR. C'est un peu genre, oh, le papier, oh, comme c'est beau. Il y a une niche de gens qui trippent à avoir des produits brillants, neufs. Oh, j'ai fait du mail job, j'ai fait des trucs, on a envoyé puis j'en ai vu faire là, des gens qui ont fait. Quelqu'un a reçu une glacière avec un truc cool. Les glacières de Effet Chum. Hey, ça a tellement marché, ça. Oh my God. Parce qu'il y a une expérience Ouais. et l'influenceur peut raconter l'expérience du unboxing. tu sais. Ouais. Mais l'espèce de colis plate avec le t-shirt emballé dedans, pour moi, ça marche pas. Puis je pense pas que ça a un réel impact. VS, un peu plus d'effort pour, tant qu'à le faire, fait la couche au-dessus qui fait qu'il va avoir quelque chose à dire sur l'expérience de son unboxing. T'entends. Écoute, je fais du pouce là-dessus. C'est un conversation starter. Souvent, les influenceurs ont tout le temps une conversation avec leur public. On demande des questions, on demande des conseils. J'ai vu que tu as reçu tel produit, j'ai vu que tu as reçu telle idée. Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que je peux le voir? Il en parle davantage. Donc, toi, ce que tu vois pas sous l'œil visible du unboxing plate, il y a vraiment plus qui se passe à travers tout ça. Puis la marque, honnêtement, voit quand même une valeur à tout ça. Puis, donc, vous voyez passer une photo de l'influenceur sur les médias sociaux qui monte juste la table avec 22 000 boîtes, qui va les déballer à un moment donné quasiment à vitesse parce qu'il y en a tellement. Moi, je vois pas là pour le produit une réelle valeur. Mais non, tu n'as pas fait comme ça avec tout un tas de produits. Mais je pense que ça se vit mieux en vidéo, parce que tu le vis, tu te découvres en même temps. Il y a un moment. Mais je pense que ça se vit mieux. Puis, tu sais, ce qui fait vraiment le plus parler, ce qui fait que tout le monde le partage, c'est quand le colis il est personnalisé. Absolument. Quand la créatrice le reçoit avec un portrait d'elle, vraiment travaillé, vraiment de trucs. Moi, je vraiment. parle de la boîte brune avec le t-shirt ordinaire dans la boîte, pas rien. Oui, puis on va se parler aussi comme de toute la perte autour de ça, Oui, là, non, comme c'est les ça. boîtes, les emplois. Comme, à un moment donné, il faut aussi peut-être se poser cette question-là. là. Mais le vrai beau mail drop, bien organisé, avec une valeur ajoutée, avec quelque chose de différent, je trouve qu'il est cool. Oui, vraiment. Ben, c'est sûr que quand tu envoies des choses dans une glacière, tu sais, il n'y a pas de perte. Comme Simon. Ah!
Ils sortaient de ça, ils capotaient. Tu sais, c'est sûr qu'en plus, c'est une activation, oui, de marketing d'influence, mais c'est quand même plus une activation PR. Donc, on a envoyé tout ça, puis on a vraiment personnalisé toutes les boîtes. On a regardé justement les produits que les gens aimaient. C'était thématisé à la Saint-Jean. Ils ont capoté. Tu sais, en plus, il y avait des billets de show, il y avait des billets pour aller aussi voir Oshiaga. Tout le monde était vraiment hyper reconnaissant, puis on a vu énormément de retombées qui ont été rattachées à ça. Dans ta session d'unboxing traditionnelle. Non. C'est exactement ça, mon point. C'est Ça devient un stunt en soi. T'en fais un post, t'en fais une vidéo, t'en fais quelque chose. Je trouve que le unboxing, par exemple, devient comme une belle alternative à peut-être des marques qui n'ont pas encore des budgets à investir ou des plus petites startups. Que c'est comme, tu sais, des fois, tu es comme, regarde, je peux me permettre d'envoyer 10 beaux colis de mes produits, je les envoie. Peut-être que la personne va faire un unboxing puis ça va me faire gagner des fans, ça va me faire découvrir. Tu sais, ça, je trouve que ça peut être intéressant, mais c'est vrai que peut-être que si tu as beaucoup d'argent, peut-être que ça peut être stratégique d'être un tease qui amène sur quelque chose d'autre aussi, mais tout dépendant effectivement des créneaux. Parce que j'avoue qu'il y a un certain voyeurisme qui peut être comme super le fun aussi. Là, moi, cette petite marque-là, je dirais, choisis-en moins, puis prends l'énergie, le temps et toutes les ressources. Pour faire quelque chose de vraiment beau, là. Pour connecter avec cette personne-là. Il faut le dire aussi, il faut le mentionner, on parle des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques. Oui. Ça peut tout à fait être une bonne pratique comme PR de faire un suivi. Hey, tu viens sur le produit, dis-moi ce que tu en penses. D'aller jusqu'à quand est-ce que tu postes. Moi, j'ai vu que tu l'as reçu. Mon gars du PS m'a dit que tu l'as reçu, tu n'as pas posté. Ça passe. Ah dans la pratique. C'est donc oh mon Dieu, je t'ai irrité. Puis là, ça vient de revirer. Parce que je t'ai pas demandé de me l'envoyer. Absolument. Faut pas oublier ça. Ils nous demandent pas de l'envoyer. C'est nous qui fait les chiffres. Rendu là, elles viennent que pour. Vraiment. Il faut le garder en tête parce qu'on le vit encore. On le vivait beaucoup il y a 3 ans. Il y avait beaucoup de maladresse. Il y en a de moins en moins, mais ça arrive encore des « ouais, j'attends ton poste ». Ben non. Mais non, c'est comme les clients qui ont été habitués de travailler vraiment en PR plus traditionnel ont cette pression-là de faire « mais là, si j'envoie 10 de mes produits, je vais avoir 10 posts. Je vais avoir, tu sais, comme qu'est-ce que ça me promet? Ça te promet. Non, c'est ça, il n'y a pas de police d'assurance. À moins qu'on essaie de mettre de l'argent, puis là, ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, puis heureusement, le travail de ces influenceurs-là se paye, puis leur loyer à eux, ils se payent pas avec des glacières pleines de jus ou de billets de spectacle. Oui, c'est ça. Non, mon point, c'est quand on veut faire ces campagnes-là, quand on veut s'assurer, quand on veut se garantir une visibilité, avec notre envoi, il faut payer. Puis ça, il faut que les marques soient prêtes à faire de plus en plus. Ce qu'on sait de ça, en fait, c'est que les entreprises doivent vraiment bien cibler leurs créateurs puis s'assurer qu'il y a un lien direct, pas juste envoyer comme ça. Et je ferai tout de suite avec Coralie Jade qui était davantage du côté celle qui active justement des programmes de campagne d'influence. Après ça, je terminerai avec Gabrielle qui, elle, toi, tu reçois énormément d'offres, tout ça à gérer, voir un peu les bons partenariats. Puis autant que des fois, ça peut grincer du côté peut-être du créateur de contenu, autant ça peut grincer du côté de l'agence aussi, de voir un petit peu peut-être comme, des petites problématiques ou des choses à bonifier ou avec lesquelles tu as pu les faux pas qui sont faits le plus souvent, c'est au niveau de l'interférence ou des communications. Souvent, les marques ne sont pas claires dans ce qu'elles demandent comme message, ne sont pas claires dans ce qu'elles veulent dans la livraison. D'avoir un bon brief très, très travaillé, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, c'est votre job, puis vous la faites bien, vous. Mais comme c'est pas normal qu'on ait, par exemple, nous, comme agence de créateurs, à insister pour avoir un brief. Mais non. C'est pas normal de ne pas avoir de messages clés. C'est pas normal d'avoir les guidelines. C'est pas normal de ne pas communiquer. Tu sais, c'est sûr que, oui, c'est une activation de marketing d'influence qui fait partie d'une stratégie de communication globale. Tu dois avoir le big picture sur c'est quoi l'interférence, c'est quoi la tactique qui vient avant, c'est quoi la tactique qui vient après pour savoir de quoi tu fais partie, puis justement te sentir inclus dans une campagne qui est complète. Puis ça, c'est souvent, on va te donner une job, je veux que tu parles d'un produit, puis ça finit là. Puis tu vas en parler de cette façon-là. Donc, c'est un petit peu plus une commande. Puis c'est très, très peu inclusif, là, comme vous pouvez le voir. Exactement. Le but, c'est que cette personne-là devienne un partenaire. Elle crée pour ta marque. Tu dois l'embarquer dans ton expérience. Tu dois lui faire vivre tes produits. Donc, pour moi, d'avoir quelqu'un qui, exemple, on travaillerait avec une marque de vin, de te faire un wine tasting experience, que tu aies justement toutes les notes, que tu aies la façon de définir le vin, qu'on te fasse goûter avec des verres qui sont spéciaux. C'est très, très important pour que tu sois embarqué dans l'expérience à 100% puis que tu te commettes à ta façon, puis aussi qu'il y ait une symbiose avec la marque. Donc, de bien travailler. Tu sais, c'est sûr que souvent, on est pressé dans le temps. On veut faire une campagne, il faut qu'on la livre dans une semaine, mais on passe justement certaines étapes qui sont primordiales. Donc, les préliminaires, dans ce cas-ci, sont très importants. C'est bien dit, vraiment. C'est très bien dit, c'est vrai. Donc, souvent,
dans les major faux pas aussi, c'est de se fier soit au reach, puis d'oublier tout ce qui est brand fit. Mon Dieu. Ah oui, Oui. Amen, comment le choix du président. Vraiment. J'imagine aussi des fois dans certains cas que c'est comme je veux absolument cet influenceur-là, parce que ma femme client. Mais en fait, la plus grosse erreur, c'est de s'arrêter à des chiffres. Là. C'est juste ça, là, Exactement. comme quelqu'un qui appelle et qui dit je veux vos 3 plus gros influenceurs, t'es comme This doesn't work. Ouais, mais This moi, does not work. c'est pas grave. Ton public, là, les ça. gens qu'on veut Ouais. rejoindre le connaissent. Tu sais. ouais. Exactement. Tu sais, puis, tu sais, les critères d'évaluation d'un influenceur ne devraient pas juste partir de ce que tu vois sur Internet. Ça devrait vraiment partir des critères de ton brand. Puis, on parle pas juste des critères quantitatifs, tout est qualitatif. C'est vraiment dans la représentation. Tu vas travailler avec quelqu'un qui va représenter ton entreprise, qui va parler de tes produits. C'est pas nécessairement ton ambassadeur, mais par exemple, il prend parole pour toi, donc il devrait bien te représenter. Puis, c'est sûr que de travailler avec des gens qui d'ores et déjà te ressemblent, c'est là où est-ce que ça devient le plus gagnant. Tu sais, souvent, on fait des activations avec des influenceurs. Non, ils n'ont pas le plus gros reach, mais c'est eux qui ont le plus gros turnover, par exemple. Mais tu sais, ça, c'est des choses que les clients ne demandent pas nécessairement parce que c'est pas une habitude. C'est pas justement ce de quoi on parle quand on parle de marketing d'influence. On parle vraiment d'impression, on parle de gros reach, on parle qu'il y a eu beaucoup de likes. Mais par exemple, est-ce que tu parles des conversions? Tu voulais vendre un produit. Est-ce que ça t'a amené justement des visites sur ton site? Est-ce qu'il y a eu des transactions? C'est les bonnes questions à se poser. Donc, tout ça, ça vient un peu avec l'éducation. Absolument. Absolument. Peut-être un don qu'on voit de temps en temps. De temps en temps, il y a une campagne, par exemple, une campagne géniale qui se forme en publicité avec un super bon tagline, un excellent concept publicitaire pensé par des publicitaires. Puis cette idée-là est prise, puis elle est mise du côté marketing d'influence. Puis là, on nous demande de reproduire quelque chose qui, dans l'essence, est publicitaire. Nécessairement, ça va être forcé. C'était excellent dans le format pub, mais adapte, amène-nous ailleurs, prends les mêmes messages clés, prends la même essence, mais c'est pas, les créateurs sont pas des porte-parole. Ils sont là pour amener leur propre essence. Fait que ça, c'est une erreur quand même, là, tu sais, il faut faire attention. Puis à le penser d'avance. C'est-à-dire? D'avance, de concevoir la pub en se disant « Hey, on va en vouloir une version influenceur. » Est-ce qu'on invite nos influenceurs à venir sur le set? Est-ce qu'on travaille avec eux à l'avance? Puis souvent, moi, je pense que ce que tu dis est vrai, puis surtout en termes de délai. Oui. Tourner une pub, ça prend des mois. Ouais. Puis on va demander à notre influenceur de livrer en quelques jours le pendant comme Marc d'une pub sur laquelle on a travaillé. Mais il faut le dire, c'est vrai que ça leur prend moins de temps aux créateurs, pour vrai. Ben oui, c'est pas vrai, là, ça leur prend des mois à stratégiser. Là, c'est pas vrai. Pour vrai, on est capable d'exécuter de très belles campagnes en 3, 4, 5 semaines. Très bien. Là, semaines. Ouais. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Absolument, absolument. C'est une évidence. Vous allez me dire, ben oui, mais on le vit, pas souvent, mais des fois, il faut faire tester votre produit. Mais des fois, on se fait dire non, on ne l'enverra pas. Ben, c'est la base, là. C'est la base, c'est pour vrai, ils testent les produits, les parce créateurs. qu'ils veulent la garder, la balayeuse, parce que si elle ne marche pas, ils en parlent Pour pas. vrai, ils veulent la vivre, l'expérience. Ils ne pourront pas en parler en connaissance de cause si vous ne les envoyez pas vivre le truc, si vous ne voulez pas qu'ils testent comme... Puis on se retrouve parfois à devoir insister. Non, il faut qu'elle essaie le service. C'est l'évidence. C'est quand même absolument étrange. Ouais. Puis surtout, que cette personne-là est payée justement pour parler d'une expérience. C'est ça, tu sais, puis aussi, on va s'entendre que la magie des influenceurs, on l'a tout le temps dit, c'est dans l'authenticité puis dans la transparence. C'est dans le fait qu'ils s'approprient un message puis en parlent parce que, écoute, c'est une expérience que je vis, c'est une expérience que j'aime, c'est une expérience que j'ai essayée. Si jamais tu veux pas qu'ils l'essaient, investis ton argent en publicité. Tu vas avoir une performance 100 fois meilleure, puis tu sais, beaucoup plus de vues, parce que c'est ça que tu recherches dans le fond. Ouais. Donc, tu sais, mais c'est fou, c'est tout de même, c'est comme la base, c'est le début. Expérience, je trouve qu'il est tellement important, puis c'est un mot qu'on galvaude beaucoup, là, tout est expérientiel maintenant, là, mais tu sais, puis travailler avec des influenceurs, c'est beaucoup travailler dans des événements, en événementiel, on veut souvent avoir des influenceurs parce qu'on lance un produit, parce qu'on ouvre un restaurant, parce qu'on fait quoi que ce soit. Bien, un influenceur qui vient, qui fait le post traditionnel avec la coupe de champagne puis les huîtres, parce que c'est ce qu'il y a dans toutes les ouvertures de resto, puis qui poste ça sur les médias sociaux, ça a une valeur jusqu'à un certain point. Si on lance un produit, si on lance du pain, c'est bien le fun d'inviter les gens à venir goûter au nouveau pain, on n'a plus rien à faire. Amène les gens dans la cuisine, fais-leur faire le pain, montre-leur à quel point c'est pas si facile que ça. Fait que nous, on a trouvé comment le faire plus facile. Fait que ces gens-là, au lieu de dire fait que je suis allé goûter le pain, je veux dire, hey, faire du pain, c'est vraiment plus dur que tu penses. C'est de la bonne raison parce que telle raison, puis ça vaut la peine que toi tu fais le
$ de plus pour acheter ce meilleur pain-là. J'ai jamais vendu du pain, si quelqu'un veut une campagne pour vendre du pain, J'aimerais ça de commencer à en parler un peu. C'est quoi les mesures d'analyse, dans le fond? Qu'est-ce que le client, tu sauras me le dire, qu'est-ce que vous faites demander le plus souvent comme chiffre? Qu'est-ce que le client aussi devrait demander? Parce que, tu sais, des fois, tu sais, pour ceux qui sont peut-être débutants avec des campagnes de marketing d'influence, des fois, juste le fait de voir « Ah, ben mon Dieu, c'est donc bien beau la photo qu'elle a postée », ils pensent que c'est assez, mais tu sais, il y a beaucoup de data maintenant qu'on peut aller chercher derrière pour voir « OK, on pense que ça a été bon, mais est-ce que ça a été bon pour vrai? Je serais curieuse de peut-être que tu peux débuter comme tu avais commencé à répondre un peu là-dessus. Écoute, quand on parle de marketing aussi, c'est du marketing numérique. Donc, toutes les métriques qui sont classiques, quand on parle de clics, quand on parle d'impression, quand on parle de conversion, quand on parle justement de tout ce qui est mesures sociales, donc l'engagement, like, comment, share, sont toutes des métriques de base que nous devons regarder. Mais il y a aussi, tu sais, l'échange d'audience. Donc, tu peux regarder tes femmes, tu peux regarder aussi le trafic que ça a généré sur ton site, tu peux regarder justement ton nombre d'abonnés, tu peux regarder 1 million de métriques, mais ce que tu dois surtout analyser quand tu fais tester un nouveau produit, c'est les commentaires. Les commentaires que tu reçois. Et aussi, oui, vraiment. Puis, tu sais, de travailler dans des stratégies qui sont engageantes, où les gens demandent ton impression, ou si tu veux, si c'est une idée, tu dois savoir, est-ce que mon idée, elle a fonctionné? Puis, te baser justement en KPI framework personnalisé à ton activation. Aussi, de recevoir le feedback de ton influenceur sur l'interférence avec ta marque. Qu'est-ce que lui en a pensé? C'est hyper important. Tu sais, un journaliste, il ne te le dira pas nécessairement à un certain extent, mais par exemple, l'influenceur va tout te livrer de A à Z. Donc, c'est vraiment important de le baser dans un niveau relationnel. Des fois, quand on est plus ou moins satisfait des résultats d'une campagne avec un influenceur, lui demander qu'est-ce que, là, ça prend beaucoup d'humilité, mais qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Qu'est-ce que nous, en tant que brand ou en tant qu'agence, on aurait pu te livrer de plus? Est-ce que tu as le prêté pour plus longtemps pour l'essayer? Est-ce que tu as invité une amie pour l'essayer avec toi? Aurait changé ta partie? Il y a ce côté-là aussi où nous, on peut aller jouer. Oui, puis il y a des trends aussi. Là, je regarde les fameux codes promo. Oui. Ça, en ce moment, on c'est très marketing, c'est très dans ta face. Ça, je me souviens, là, les codes promo. Mais ça, c'est direct. Là, c'est facile, qui coûte rien, des bit live. Dans sa stories, il va faire un swipe up, envoyez-y pas l'adresse ordinaire.com, envoyez-lui un bitlive, ça apparaît pas nulle part, puis après toi, sans même avoir à demander à l'influenceur, tu vas avoir accès à toutes les données de ton bitlive. Même là, tu peux mettre des pixels, ça peut ne jamais finir. C'est sûr que ça dépend c'est quoi la longévité de ton partenariat. Tu dois vraiment le traiter comme une campagne numérique. Mais par exemple, il y a vraiment un niveau qualitatif qui va un petit peu plus loin. On est encore dans la notoriété, on est encore dans la gestion de l'image, on est encore dans l'impression, on appelle ça l'influence. Donc, comment ça a influencé positivement ta marque, c'est comme ça que tu dois l'évaluer. Oui, absolument. Nous, on voit de plus en plus ce qui fonctionne très, très bien dans ce qu'on exécute. On aime beaucoup travailler à long terme. Trouver pour une marque 1, 2 ou 3 créateurs avec qui on veut pas juste un one night, mais avec qui on veut un fit, puis travailler sur plus qu'une campagne une fois maintenant, tout de suite un post. Vraiment. Tellement parce que il y a aussi la communauté qui voit ça aller, puis qui fait « Ah, ils sont donc bien cool, telle gang, ils t'ont invité à tel lieu, puis là, la fois d'après, tu as fait comme un tour, puis après, comme ça, on le voit dans les commentaires, tu sais, je reviens à ça. Oui, nous aussi, c'est les commentaires, c'est la clé. Quand tu réussis à faire parler la communauté d'un produit, poser des questions, s'intéresser, dire « Oh mon Dieu, moi, ça, Et ça, là, c'est précieux pour une marque. Puis ça, quand on travaille sur du long terme, on le voit. Quand tu as un brand, si tu es associé à l'espèce de style de vie, au lifestyle, à ce que cette personne-là démontre dans les médias sociaux, si tu es là une fois, tu es comme un ami qui a invité à sa fête 1 an. Tu vas être là à sa fête quelques années de suite pour que les gens pensent vraiment que toi, que ton brand puis cet influenceur-là, son ami pour vrai, puis qu'il y a un vrai fit. C'est pas, comme tu dis, un one night. C'est une blonde qu'on verra jamais. Pas qu'on peut pas aller chercher des résultats intéressants avec un coup. Ça peut être bien pour mettre en marché une nouvelle marque, un nouveau produit, repositionner, vraiment faire un coup, mais c'est super intéressant de le penser à moyen, long terme. Des fois, moins d'influenceurs, des meilleures et des meilleures stratégies. Ça peut être le fun de se réveiller un matin, puis sur tous nos téléphones, sur tous nos médias sociaux, tout le monde parle du même brand. Ça peut marcher. Moi, j'aime mieux moins d'influenceurs, une meilleure stratégie, plus d'investissement dans la même stratégie. C'est quoi en termes de
je sais pas, est-ce qu'il y a des trends, tu sais, que vous êtes plus dans le day-to-day que nous? Tu sais, qu'est-ce qui s'en viendrait ou qu'est-ce qui a commencé déjà à s'en venir en termes de création de contenu, en termes de... Tu sais, on le voit, là, il y a le IGTV, tout ça, tu sais, il y a différentes nouveautés qui arrivent dans les médias sociaux aussi. Tu sais, est-ce qu'il y a certaines marques, qui sont plus rapides, qui ont commencé à activer des fois des choses à ce niveau-là? Ou... Il y a quelque chose dont on avait déjà parlé, puis j'ai aimé que tu aies fait la nuance un petit peu tout à l'heure. Sans parler d'innovation en matière de technologie, on trace vraiment une ligne maintenant entre des influenceurs et des créateurs de contenu. Les influenceurs sont ceux qui vont populariser, promouvoir un produit de façon éphémère, de façon constante. Donc, tu sais, quand tu regardes le feed de quelqu'un, puis il y a un produit un jour, il y a un produit un autre jour, puis pas nécessairement... Billboard, là. Exactement. Où est-ce qu'ils deviennent des plateformes médias, où est-ce qu'ils deviennent des publicitaires, sans nécessairement avoir une profondeur dans leur contenu. À la différence des créateurs, comme on peut parler de mon petit Émile, où est-ce qu'il y a un storyline, il travaille ses concepts, il y a une idée qui est pensée en arrière de tout ça, il y a des concepts qui sont répétitifs, qui sont développés, donc il y a un chantier éditorial qui s'installe dans sa plateforme, puis il ne crée pas par rapport aux marques, il crée par rapport à son identité, puis ça fait une hyper grande différence, puis les marques devraient être vigilantes avec c'est quoi tes intentions, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, peut-être qu'on veut tout le monde voir au même restaurant, donc tu devrais travailler avec des influenceurs, des gens qui sont populaires, et non des créateurs qui vont s'engager dans ta marque, qui vont s'engager justement dans tes intentions et ta vision. Donc pour moi, ça c'est vraiment, on dessine vraiment un terrain très, très distinct entre ces deux types d'influenceurs-là. Un influenceur et ou créateur de contenu qui me dit « Hey, je suis désolé, c'est vraiment cool ton truc, ça marche pas avec mon brand. » Moi, je lève mon chapeau et je fais hey, c'est vraiment bon. Bravo l'intégrité. Dans ton bulletin, je te rappelle exactement. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça, je peux en témoigner parce que je suis de l'autre côté. Et on en refuse des campagnes. C'est juste que vous ne les voyez pas parce qu'on les refuse. Puis, tu sais, pas nous, comme agence, c'est les créateurs, parfois, qui testent, qui disent, pour vrai, ça le fait pas, ça sera pas pour moi. Ou, tu sais, qui voient que les valeurs de la marque, c'est pas exactement aligné avec les leurs. Tu sais, on en refuse, puis pour les bonnes raisons, vraiment. Moi, je pense que ce qu'on va voir de plus en plus, j'ai hâte de voir Instagram TV lever. Je pense qu'au Québec, encore pas beaucoup de... C'est ça. J'ai hâte de le voir, mais Instagram va falloir que dans leur plateforme aussi, le facilite la navigation entre les deux côtés de la plateforme. Moi, je pense que ce qu'on va voir beaucoup, c'est au lieu d'intégrer le produit dans l'influenceur, on va intégrer l'influenceur dans nos produits. Des campagnes signées par des influenceurs, on commence à en voir de plus en plus. J'ai hâte de voir de plus en plus ces marques-là intégrer les idées. On se connaît à l'influenceur parce qu'on aime son image de marque. Intégrons son image de marque dans notre brand, puis tout le monde va gagner. Je pense que les marques de la beauté, là, c'est comme ça un peu avant-gardiste. À ce niveau-là, ils ont commencé à le faire aussi. Là, ça, c'est le fun à voir. McDo le fait avec des joueurs de hockey, mettons, on est ailleurs, mais cette espèce d'essence-là, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ah, génial. Bien, un grand merci d'avoir été des nôtres. Donc, Gabrielle Madé, Marco Parent et Coral Jade Fournier. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Codiffusion immédiate. Merci. Merci.